Frédéric Livens, bonjour, bienvenue sur nos antennes et merci de votre fidélité puisque vous venez presque avec votre chaise tellement vous l'usez dans nos studios. Non, c'est un réel plaisir, le Stephen King belge, l'horreur personnalisée. Pourtant, ce n'est pas vrai, vous êtes un papa charmant, presque un bisounours, non ? Oui, un papa, je veux dire, le rôle du papa, c'est d'encadrer ses enfants du mieux qu'on peut, leur transmettre des valeurs, être un refuge pour eux en cas de problème. Donc oui, ce sont deux facettes. La facette horrible que je mets dans mes écrits, une facette plus douce quand je fais des romans jeunesse ou des histoires jeunesse, et puis mon rôle de père qui est le rôle le plus important de ma vie. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul ? Non, je suis venu avec Sébastien, que je connais depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et c'est la première fois que l'on se rencontre parce que c'est la sortie officielle de notre premier bébé qui s'appelle Les Initiés, qui est un roman d'horreur, un véritable hommage aux films d'horreur des années 80, un bon slasher sur fond de créatures Lovecraftiennes. Avec du sang, des boyaux, de la raté du cerveau. Très peu. Non, c'est plus psychologique en fait. Non, pas du tout. C'est du crash. Je plaisantais. Non, c'est assez violent quand même, oui. C'est pas pour les enfants, on va dire. Voilà. Alors, est-ce qu'il est comme vous, Frédéric, c'est-à-dire dans la vie privée, il est également un homme posé, ayant créé famille, ou bien est-ce que dans la vie privée, il est tueur en série le soir après 16 heures ? Non, je ne suis pas tueur en série ni le soir d'ailleurs, ni la journée. Non, j'ai 2 enfants aussi, ma femme qui est ici. Et donc une partie de mon temps est consacrée à l'écriture et l'autre à mon autre métier qui est musicien et professeur de musique. Voilà. Professeur de musique, voilà. Quel style de musique classique ? Alors moi c'est le jazz, oui. Mais pour l'enseignement je fais un petit peu de tout par obligation. Hein. Voilà. Mais alors comment on vient à l'écriture du livre d'horreur ? Pourquoi s'extérioriser dans cette voie ? Ce sont des fantasmes inassouvis, c'est le rêve de... Absolument pas, c'est ma culture, quand j'étais ado, comme Fred, d'ailleurs on a lu exactement les mêmes choses. Voilà, l'écriture c'était ma première vocation à la base, c'était ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Et puis je suis tombé dans la musique, j'en ai fait une priorité. Et puis finalement l'écriture était toujours quand même omniprésente, j'écrivais par intermittence comme ça, et puis j'arrêtais 1 an ou 2 et je reprenais. Et puis un jour, c'est grâce en fait à ma femme qui est tombée sur mes écrits et qui m'a dit il faut absolument aller au bout au moins d'un livre pour en sortir. Hein. Voilà. Et grâce à ce premier livre, j'ai rencontré Fred par Facebook qui m'a énormément soutenu, encouragé, expliqué beaucoup de choses. Voilà, jusqu'à ce jour, maintenant, on sort un livre ensemble, c'est magique. Voilà. Là, c'est marrant, Frédéric, parce que vous avez l'habitude effectivement de sortir à chaque fois un livre en binôme. La solitude vous inquiète ? Non, j'écris beaucoup plus en solo que en binôme. La preuve, depuis cette année-ci, j'écris 3 livres en solo. Et celui-ci est effectivement en binôme. Mais c'est vrai que j'adore l'exercice de travailler avec quelqu'un sur une histoire, qui est toujours un exercice différent selon qu'on change de binôme. Et c'est super enrichissant parce qu'on apprend énormément de choses aussi sur soi-même, sur ses limites, sur... une manière différente de construire une histoire, parce que c'est toujours une période d'adaptation l'un à l'autre, même si avec Seb, ça a été super naturel. Parce que dès le départ, on avait vraiment la même vision des choses, c'est ça qu'on dit, qu'on a la même culture, on a vraiment la même vision des choses, et c'était... Les mêmes victimes. Les mêmes victimes, la même envie, le même plaisir éprouvé à faire souffrir des personnages, oui. D'accord. Est-ce que vous avez tous les deux le même maître à penser ? On va commencer par lui. Stephen King, hein, c'est pas très original. Stephen King et Anne Rice. D'accord. Et moi, tu connais déjà, c'est Brusselot et Masterton. Oui, voilà, que nous avons eu le plaisir de rencontrer au Salon du Livre de Bruxelles. Un énorme moment. Un moment un peu compliqué pour moi parce qu'il fallait parler en anglais. Et il fallait trouver le dictionnaire. Hein. Il était un peu perdu là. Oui, mais bon, Graham est quelqu'un de super gentil. Et suite à cette rencontre et tout, nous nous sommes liés d'amitié. Et nous sortons l'année prochaine, au mois d'avril, pour Trolls et légendes, un ouvrage écrit à 2 qui s'appellera Dark Gates of Madness. Il y aura 3 nouvelles de Graham et 3 nouvelles de moi. Voilà, on peut rappeler le contexte de votre rencontre. Tu participais, si je ne me trompe, à un prix littéraire. Et c'est lui qui remettait le prix, c'est ça ? Non, en fait, j'ai gagné en 2012 le prix Masterton, qui est un prix qui a été créé il y a quelques années en hommage à Graham Masterton. Et ce prix récompense le meilleur roman ou le meilleur recueil de nouvelles, fantastique ou français ou étranger, fantastique horreur. Je l'ai eu en 2012, 2015, 2018, donc tous les 3 ans. On se revoit en 2021, j'espère. Mais suite à ça, comme Graham Masterton est venu à Bruxelles, j'ai eu
la chance de le rencontrer. Je suis resté figé tellement j'étais submergé par l'émotion. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de très gentil. Et c'est vraiment beau de rencontrer son idole, parce que ça fait quand même 36 ans que je l'admire, de rencontrer son idole et de le voir aussi accessible, aussi humain, aussi prêt à partager. Oui, c'était extraordinaire comme rencontre. Je me souviens également de ton regard qui était plein d'étincelles, plein d'étoiles. Et ce monsieur, tout simple, est venu s'asseoir, discuter comme si de rien n'était, presque autour d'un pot. Hein. Il est extrêmement proche de ses fans sur la page Facebook fans de Graham Masterton. Il intervient 3 à 4 fois par semaine. Il dit où il va être, il participe aux conversations. C'est quelqu'un vraiment de très très proche et c'est rare d'avoir quelqu'un à ce statut mondialement connu quand même, après avoir vendu des millions et des millions d'exemplaires, de rester comme ça aussi proche des personnes qui le suivent. Alors Frédéric, est-ce que tu vis de ta plume aujourd'hui? C'est la question que je pose chaque année, évidemment. Quand je ferme les yeux et que je me mets à fantasmer, oui, mais dans la vie réelle, non. Alors on va revenir à ce binôme, à ce dernier écrit. Le titre d'abord du livre, rappelle-le-moi. Les aventures de Martine à la plage. Non, je rigole, les initiés. Alors, les initiés, comment vous avez commencé cette relation, cette relation d'écriture, j'entends. Je sens qu'on va déraper. Je sens qu'on va déraper. Je ne déraperai pas, c'est promis. Je vais passer la parole à Seb, du coup. Merci, Fred. En fait, c'est moi qui ai proposé à Fred. J'étais intéressé par l'expérience d'écrire un livre à deux, parce que je voyais justement Fred qui en fait assez régulièrement. Tu avais déjà écrit précédemment ou pas? Alors, ce n'est que mon 3e livre par rapport à la bio d'un Fred. Voilà, moi, ce n'est que mon 3e livre. J'ai le 4e qui sort au mois de mars. Voilà. Et donc, j'avais envie de tenter l'expérience de l'écriture à deux plumes. Et naturellement, le seul nom qui m'est venu, c'est Fred. Voilà. Et donc je lui ai proposé, et en me disant il a un planning surchargé, donc ça va peut-être pas être possible. Mais il m'a dit oui de suite. Voilà. Et comme il a dit avant, ça s'est vraiment fait très très vite en fait. Ça a été même, entre le moment où on a commencé à l'écrire et là il sort déjà, je sais pas, il s'est passé quoi. Ah bon 5 semaines? Ouais, c'est vraiment voilà. Donc c'était voilà, c'est tout. Oui, mais c'est assez impressionnant. Fred, tu viens de dire que tu sortais à peu près 3 à 4 livres par an. Comment réussis-tu à écrire un bouquin, le corriger, le mettre en œuvre et le sortir en si peu de temps? Je connais beaucoup d'auteurs qui se trouvent autour de nous, qui sortent parfois un livre tous les 3 ans. Alors, quand j'écris le livre, j'écris d'abord une première fois le livre. Quand il est fini, je le mets dans un tiroir pendant quelques semaines, le temps de laisser refroidir. J'écris autre chose en attendant. Une fois que le bouquin est refroidi, je le ressors, comme ça je peux voir un peu tous les défauts. Donc je repasse dessus. Puis après, je l'envoie, quand j'en suis satisfait, je l'envoie à un éditeur. Et là, l'éditeur me dit oui ou non. Il y a toujours du retravail, c'est inévitable. Le livre parfait n'existe pas au premier coup. Et là, à ce moment-là, c'est l'équipe de l'éditeur, c'est-à-dire les correcteurs et tout ça qui viennent. Donc en fait, moi je fais vraiment le travail d'écriture, le travail de mise en forme, tout le travail. Mais les corrections orthographiques, syntaxiques et tout ça, c'est souvent le travail du côté éditorial. Mais écrire, pour moi, c'est comme respirer, donc j'écris tous les jours. Envisager une journée sans ne fût-ce qu'écrire une idée, c'est impossible. Quand je pars en vacances, au bout d'une semaine, j'ai un manque. Et voilà, c'est comme une drogue, quoi. C'est naturel. On revient à cette relation que vous avez eue. Donc, vous vous êtes connus par Facebook. Tu as contacté Frédéric qui a dit oui. Et puis là, évidemment, le challenge est posé. Il faut pouvoir répondre à la demande, ce qui est toujours un risque en écriture, parce qu'on peut toujours se trouver face à un blocage. Ça peut arriver quand même. Un blocage, moi ça m'arrive pas. C'est vrai que je fonctionne très différemment de Fred. Voilà, Fred sort beaucoup de livres, il écrit très vite. Moi, j'écris en moyenne un livre par an. Parce que il me faut au moins 6 mois pour écrire un livre. Et puis je suis un maniaque de la relecture et de déplacer la moindre virgule. Je l'enlève, je la remets éternellement. Et Fred est beaucoup moins maniaque que moi à ce niveau-là. Donc moi j'ai beaucoup plus de temps. Une fois que j'ai terminé un livre, j'ai aussi besoin d'une phase pour me sortir de l'histoire. Je ne peux pas me relancer dans un autre livre comme Fred fait immédiatement. Et c'est une phase qui peut durer 2-3 mois pour me détacher des personnages, pour pouvoir me lancer dans un autre livre. C'est pour ça que moi, c'est plus un livre par an. Ça fait 4 ans que j'écris. Là, c'est seulement le 3e qui sort, en fait. On a chacun son mode de fonctionnement. Mais sur cette aventure, c'est vrai que j'ai réussi, grâce à Fred, à écrire beaucoup plus vite que d'habitude. Oui, voilà. Mais écrire à 4 mains,
ça veut dire aussi deux têtes, ça veut dire parfois des idées de suite qui ne s'accordent pas nécessairement avec les tiennes. C'est-à-dire que tu veux prendre un chemin, Fred veut prendre un autre chemin. Comment vous accordez Alors, sur ce premier livre, en fait, Fred a posé toute la base. Fred avait déjà toute l'histoire. Et moi, je me suis greffé dessus, en fait. Voilà, j'ai rajouté quelques scènes, j'ai modifié un peu des phrases. Mais la base était surtout de Fred. Et là, on a le suivant qui est en route, toujours ensemble, parce qu'on s'est beaucoup amusé. Donc, on a envie de recommencer. Et là, on a fait l'inverse. C'est moi qui ai fourni toute la base de l'histoire. Et c'est Fred qui va terminer le livre, en fait. Voilà. En fait, c'est presque un couple qui vient de se former. Oui. Un couple littéraire, j'entends. Oui, bien sûr. Oui, bah, je n'oserais pas m'initier dans votre vie privée, bien sûr. Alors Fred, on va parler d'un moment magique. C'est que l'année dernière, tu as appris que l'un de tes livres allait peut-être être mis à l'écran. Qu'est-ce que c'est que cette aventure ? Alors, ça a commencé il y a 4 ans maintenant. 4 ans. Ouais, il y a fin 2013 ou 14, je crois. J'ai reçu un mail d'un monsieur qui avait lu Les Contes d'Amy et qui avait envie d'adapter à l'écran la nouvelle L'Ami dans ce même recueil. Bon, évidemment, au début, tu crois que c'est une blague. Et pour finir, il s'avérait que ça n'en était pas une. Le monsieur, c'est vraiment un réalisateur parisien de Cantina Studio. C'est Fabien Montagnier. Il m'a lancé donc l'idée d'écrire le scénario, ce que je n'avais jamais fait, et c'est radicalement différent d'écrire un scénario et un roman, parce que moi je passe beaucoup par les émotions, par les pensées et tout. Dans un scénario, tout doit être visuel ou verbal, donc c'était vraiment très difficile pour moi. Je lui avais envoyé une première version où il m'a dit que c'était très mauvais. Ça ne fait jamais que de me donner du courage, donc je suis quelqu'un de têtu de nature, donc je dis ok, pas de problème, je refais autre chose, mais c'était quand même 100 pages que je pouvais jeter à la poubelle, donc j'ai refait autre chose, et après 3 ans aidé de travail ici, on a eu le scénario fini, qui a fini dans les 17 meilleurs scénarios de genre au Grand Prix Climax l'année passée, et ici la bande-annonce a été tournée à Paris, enfin à côté de Paris, ici au mois d'avril, début d'avril, avec Roman Portail dans le rôle principal et Richard Leaf qui fait la voix off. Enfin bref, c'était un truc de fou parce que c'est des personnes que tu vois à l'écran. Richard Leaf, il a joué dans Braveheart, Roman, elle a joué dans Sense8, dans plein de choses. Donc, c'est vraiment dingue de travailler avec des personnes comme ça. C'est dingue aussi d'assister à la mise en scène, de voir tes personnages prendre corps et âme, de prendre vie, c'est quelque chose... ou mort, oui. Mais là, il n'y avait pas encore de mort. D'accord. Mais c'était vraiment... non, c'était magique, quoi. C'était magique. D'ailleurs, j'avais été avec mon épouse de nuit pour voir le tournage et je reprenais la route de nuit pour faire la clôture du Festival Fantastique de Bruxelles avec mon éditeur le lendemain. J'étais complètement zombifié. Mais c'est une expérience magique. C'est un rêve. C'est incroyable, hein. Je t'avais suivi sur Facebook aussi, j'avais effectivement mis mon doigt sur cette aventure et j'avais l'impression de te suivre. Et pendant ce temps, pendant que tu étais à Paris, personnellement j'étais à Buzet-sur-Baïse en compagnie du réalisateur Eric D'Agostino. Donc des aventures merveilleuses que des étoiles. Et ça c'est la littérature qui nous l'offre et on la remercie bien entendu. Mais choisir, et on y revient toujours, c'est une question qui me hante, c'est le cas de le dire, choisir l'horreur ou le fantastique, ce n'est quand même pas donné à tout le monde. C'est quoi ? C'est freudien ? Je n'arrive pas à définir ou à cerner ce qui fait qu'un jour dans sa vie, on décide de monstruosiser, bien joué, je ne sais pas le dire, de mettre des monstres dans son écriture. En fait, je n'ai pas choisi le fantastique. Je dis toujours c'est le fantastique qui m'a choisi. Ça fait encore plus peur. Voilà. Oui, mais quelque part, oui. Mais j'ai découvert en fait le fantastique donc à l'âge de 12 ans avec Masterton et Brussolo. Et j'ai eu tellement peur et j'ai tellement adoré ça que je me dis, il faut que je fasse la même chose. C'est là que j'ai commencé à prendre la plume et à m'amuser à faire des petits textes. Et c'est quelque chose de magique, le fantastique, de magnifique, parce que tu peux susciter toute une palette d'émotions, allant du courage à la lâcheté, allant de la foi en quelque chose au reni carrément de quelque chose. C'est une palette infinie. Le plus dur dans le fantastique, c'est de rester crédible. C'est très facile, on peut tout faire dans le fantastique. Et justement, le fait qu'on puisse tout faire peut provoquer la facilité de faire n'importe quoi. Et c'est là que c'est le plus dur, c'est de rester sur la limite, sur l'équilibre, en fait, entre le tout possible et le pas n'importe quoi. Mais c'est jouissif
Je vais passer pour un gros malade, mais c'est jouissif de... Non, mais c'est fait il y a longtemps. C'est que fait, ah, ça va alors. oui, Ça va. On a une forme de jouissance à prendre une personne, bien sous tout rapport, ou banal, ou tout ce que tu veux, monsieur et madame tout le monde, et à lui faire vivre des aventures qui vont le transformer en bien ou en mal. Chez moi, c'est souvent en mal, chez Seb, c'est pas mieux. Parce que le plus malade des deux, c'est pas forcément moi. Mais ouais, il y a quelque chose de jouissif. Quelque part, on est un petit peu Dieu. Là, t'as cette forme comme ça de pouvoir, de puissance sur des personnes. Et tu peux mettre énormément de parts de toi-même dedans pour leur donner corps et âme. Donc, quelque part, tu livres des personnages au lecteur, mais tu te livres aussi en partie au lecteur. Il y a toujours des parts, dans tous mes livres en tout cas, il y a des parts de moi. Mais justement, on va peut-être poser la question à ton coécriteur. Mon Dieu, voici parti, c'est la fatigue du matin. Lorsque tu écris du fantastique, quand tu écris de l'horreur, il faut connaître l'humain jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire savoir à quel moment il peut déraper ou à quel moment il peut perdre pied. Alors, c'est quoi? C'est de la documentation ou c'est naturel? Non, c'est vrai que l'aspect psychologique est très important pour les personnages, malgré ce qu'on pourrait croire justement, c'est du fantastique, comme disait Fred, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Pas du tout, évidemment, pas du tout. C'est justement ce qui est intéressant, c'est d'amener un élément fantastique extérieur qui n'existe pas dans le monde réel, mais qui va être crédible à travers ce que vivent les personnages et ce qu'ils ressentent en fait, justement. C'est là où ça peut être crédible en fait. Oui, mais qui n'existe pas dans le monde réel ou pas. On ne sait pas. Oui, enfin je dis ça, oui, après, à chacun ses croyances. Mais voilà, c'est vrai que ça apporte de la crédibilité, même si c'est un truc complètement fou, on se dit ça ne peut pas exister. C'est justement ces personnages qui, eux, sont vraiment ancrés dans le réel, qui vont rendre ça possible, en fait. Oui, c'est ce que j'allais poser comme question, c'est qu'entre le fantastique et la schizophrénie, il n'y a peut-être pas tellement de marge que ça. Je connais pas assez la schizophrénie pour répondre à ça. Mais je crois qu'avant tout, c'est quand même une histoire de culture. Quand on lit, quand on est jeune et qu'on tombe dans cette littérature, il faut vraiment être un gamin sans imagination pour pas accrocher. Je veux dire, moi j'ai lu un petit peu de tout grâce à ma maman qui était instite. Et c'est vrai que les livres fantastiques m'ont plus accroché que le reste. Même si le 4e livre qui va sortir au mois de mars chez Underground n'est pas fantastique du tout. C'est un thriller psychologique, un peu polar. Je me suis essayé un style différent. Voilà, on verra ce que ça donne. C'est pas plus dur? Comment? C'est pas plus dur à écrire, hein. J'ai beaucoup douté de moi. J'ai écrit ce livre suite à ma rencontre avec Jacques-Olivier Bosco, un écrivain niçois de chez Lafon, avec qui on est devenus très amis. Et il m'a incité, il m'a dit tente l'aventure. Je ne pensais pas du tout pouvoir écrire un livre comme ça en fait. Je ne me voyais pas écrire autre chose que du fantastique. Et finalement, je me suis beaucoup amusé. Ça reste dans mon style, c'est-à-dire que c'est quand même assez hardcore, mais il n'y a pas d'éléments fantastiques. C'est assez intéressant aussi d'écrire une histoire horrible en restant ancré dans le réel. C'est aussi, je sais pas, peut-être, voilà, un jour, mais c'est assez intéressant aussi. Voilà. Donc là, j'en ai un autre en cours, non fantastique aussi, encore un thriller. Mais il y a celui avec Fred, j'ai quand même besoin, je ne vais jamais lâcher le fantastique, c'est impossible. Voilà. Parce que on a quand même plus de possibilités quand même. Votre manière d'écrire, c'est quoi? Vous préparez un plan à l'avance, vous faites un schéma, ou bien vous prenez la plume, vous écrivez et vous vous laissez porter par les personnages? Alors moi, j'ai une idée de départ. Ensuite, je fais un début de synopsis. En général, j'ai le début et surtout, je pense de suite à la fin, parce que la fin est très importante. Et me lancer dans un livre sans savoir si j'aurai une bonne fin. Donc je réfléchis vite à la fin. Ensuite, moi j'ai un synopsis qui est très évolutif, qui est quand même assez succinct. Voilà. Je sais que Fred n'en fait pas, par exemple. Mais Stephen King n'en fait pas non plus. Hein. Je veux dire, c'est à chacun sa méthode en fait. Mais je te laisse peut-être répondre sur ça, Fred. Le seul moment où j'ai fait un plan, c'est quand j'ai commencé le 2e tome de la trilogie Les Grisommes. Parce que comme ça allait être une trilogie, là il fallait un plan. Sinon, pour aucun de mes livres, je ne fais un plan. J'ai une idée de départ, je fais vivre mes personnages, et puis ils se démerdent. Ça sort tout seul. Mais ça veut dire que ce sont les personnages qui te manipulent. Quelque part, oui. C'est peut-être ça le côté schizophrénique que tu dis, c'est que quand tu écris un roman, tu es habité par les personnages que tu crées toi-même.
Donc c'est vraiment très, très spécial. Et parfois, ça m'est arrivé au début d'essayer l'exercice de trouver une fin. Et au fur et à mesure que j'écrivais, j'arrivais jamais au point d'arrivée que j'avais défini. Jamais. Donc j'ai laissé tomber le fait de faire des plans. Et j'écris, je suis un écrivain très instinctif. Quand j'ai écrit avec JB Leblanc, Le Miroir du Damné, on a 2 méthodes aussi de travail radicalement différentes. Lui, c'est quelqu'un de méticuleux, pointilleux, tout doit être programmé. Moi, je suis bordélique. Donc, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. La fusion des deux marche très bien. Tout est possible. Tout est possible, justement, à ce niveau-là. Mais il faut que les 2 auteurs s'entendent vraiment bien, aient la même vision des choses, et surtout qu'il n'y ait aucun problème d'ego. Ce qu'il n'y a pas eu avec Seb, ce qu'il n'y a pas avec JB. Dès qu'il y a un problème d'ego, c'est la fin de l'aventure, parce que c'est ridicule. Les auteurs ne sont personne. Les auteurs sont au service de l'histoire qu'ils mettent en scène. C'est peut-être ça la source du talent, parce que généralement, et je peux parler avec ma petite expérience, les gens qui ont du talent sont très humbles. On va reprendre l'exemple de Graham Masterton. Exact. Voilà. Exact. Alors Frédéric Livin, je te remercie d'avoir de nouveau pratiqué cet exercice d'interview, et je vais te laisser nous représenter ton binôme. Alors c'est Sébastien Prudhomme-Asnard, auteur qui aime bien l'horreur, le fantastique et tout. De découvrir la plume de Sébastien, c'est quelqu'un qui est vraiment très chouette, c'est quelqu'un qui est bourré de talent, et même s'il doute souvent de lui, il est bourré de talent, il nécessite juste de temps en temps d'avoir un bon gros coup de pied au cul pour avancer, mais il écrit super bien. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous avoir accueillis tous les deux. Évidemment, je n'ai pas lu votre dernier livre, malheureusement, donc on improvise un peu. C'est sans filet, mais avec vous, c'est toujours marrant, quoi. C'est improvisé, c'est bien. Voilà. On se retrouve une prochaine fois, peut-être à Bruxelles, peut-être en France, pourquoi pas. Je suis à la Foire du Livre de Bruxelles avec Sema Éditions, dans le cadre de la sortie justement du livre avec Graham Masterton. Ah non, il sera à Troll et Légendes, celui-là, pardon. Et Graham sera à Troll et Légendes. En France, oui, mais comme je te disais par message, je fais souvent le nord de la France, parce que le sud de la France, c'est une logistique différente, c'est des coûts différents. Et encore une fois, comme je dis, j'ai une famille avec 3 enfants derrière, et je ne mets pas ça en péril pour des déplacements. Maintenant, si on me paie le voyage, bah ok, je suis parti tout de suite. Hein. C'est tout à ton honneur. Merci infiniment et à bientôt. C'est moi qui te remercie pour l'invitation, Philippe. Au revoir. Merci, au revoir.